On vous retrouve du coup dans la salle de conférence du musée pour vous parler un petit peu du coup d'ABM et de Wattetrip. Donc Wattetrip, on ne va pas non plus s'éterniser, mais voilà, le festival du film de voyage et d'aventure qui se prépare, puisqu'on fête nos 5 ans et il se déroulera du coup du 20 au 26 septembre ici à Montpellier. On a bon espoir qu'il se déroule normalement, c'est-à-dire à minima comme il s'est déroulé en 2020, puisqu'on a eu de la chance d'avoir lieu en 2020. Donc, toute l'équipe là est en phase pour vous donner un petit état des lieux des actualités. On est en phase de sélection des films. Donc là, ça y est, les candidatures sont terminées et les films là sont entre les mains de toute l'équipe cinéma. Je vois qu'il y a Valérie, pardon, je lui fais un petit coucou, qui est responsable du pôle cinéma. Donc, on est tous en train de regarder des films qui sont absolument incroyables. Et donc voilà, tout ça pour vous annoncer une programmation qui sera rendue publique au mois de juin. Maintenant, je passe la parole à Gérard, mon compagnon mensuel. Donc, on est heureux aussi en tant qu'ABM de vous accueillir dans cette soirée. Donc, ça fait la 3e soirée qu'on organise en collaboration ABM ou Le Watt, et on est très heureux de cette collaboration, bien sûr. Et on sera également partenaire pour le festival, puisqu'on organisera aussi, comme chaque année depuis le début du festival, le festival Off en septembre. Mais donc, vous savez que nous, à ABM, d'habitude, on programme toujours une soirée mensuelle qui se déroule normalement en présentiel dans la salle municipale de Castries. Bon, depuis le début du confinement, bien entendu, on n'a pas pu faire ces soirées et on a essayé de compenser par ces soirées en visio qui nous permettent de garder le contact avec vous tous pour que le voyage continue à faire partie de nos préoccupations, même si pour l'instant, on est tous les uns les autres bloqués chez nous en attendant que les frontières et que la situation sanitaire s'améliore. Voilà, alors ce soir, je suis très heureux d'être ici parce que, doublement heureux parce que Bernard, qui est maintenant un ami, qui fait partie d'ABM avec nous dans l'équipe d'organisation d'ABM, a fait un voyage l'année dernière au Tassili Nagère, et donc ils ont ramené plein de photos. Et donc, je l'ai aidé un peu pour réaliser le montage que vous allez voir maintenant. Et donc, je pense qu'on ne va pas prendre plus de temps. On va vous laisser regarder le film qui va durer exactement 30 minutes. Donc, on va vous mettre un lien qui se trouve dans la page de dialogue discussion dans le chat qui se trouve à droite de votre écran. Donc, ce chat, vous pouvez l'activer s'il n'est pas activé par la petite icône discussion que vous avez en bas de votre écran et qui vous permet d'avoir accès au chat. Et dans ce chat, vous allez avoir le lien qui vous permet de vous connecter au film pour pouvoir, de chez vous, assister à la projection. Et bien sûr, on se retrouve juste après pour un débat qui je l'espère, le film, je l'espère, vous amènera à vous poser des questions peut-être sur cette région du monde et également sur le musée dans lequel on se trouve. Voilà, donc vous pouvez dès maintenant, vous connecter sur le film et on se retrouve donc dans 30 minutes pour le débat. Si vous avez des questions d'ailleurs qui vous viennent pendant le film, n'hésitez pas à utiliser la petite fenêtre de discussion pour nous les poser. On les posera ensuite, ou vous pourrez même les poser en direct à l'issue du film, du coup, à Bernard et à Gérard. Donc, on vous souhaite un bon film à tous. Pensez à peut-être, alors si vous quittez la conversation, à revenir pour la séance de questions-réponses. Sinon, pensez à mettre votre caméra sur off, sait-on jamais. Un incident est si vite arrivé, ça peut aider, ça peut sauver. Très bon film à tous et à tout à l'heure. Je suis Bernard Adel, je suis très heureux de vous présenter cette soirée avec mon ami Gérard. Alors Bernard, tu vas nous conduire donc au Tassili Nagère. Peux-tu nous dire, avant de commencer le diaporama, comment est née chez toi cette passion pour cette région du monde? Vous allez être étonnés, ma passion pour le Sahara est venue lors de ma participation
à l'une des éditions du Paris-Dakar en 1984. Et puis à l'époque, j'étais pilote de rallye, j'avais un palmarès et une équipe m'est venue chercher pour faire le Dakar. Cette expérience du désert m'a totalement bouleversé. Par la suite, je suis retourné tout seul de nombreuses fois dans plusieurs pays du Sahara, Mauritanie, Maroc, Niger, Algérie, Tunisie, Tchad. J'ai beaucoup voyagé. Enfin, comme toutes ces passions conduisent à une forme de folie, j'ai décidé il y a 7 ans de créer, seul, sans aucune aide, un musée sur le Sahara. Ce musée est aujourd'hui le seul en France qui représente cette immense région qu'est le Sahara. Pour vous donner une idée de la surface du Sahara, c'est 10 millions de kilomètres carrés. Par période de sécheresse, ça peut faire jusqu'à 12, jusqu'à 13 millions de kilomètres carrés. En partant de Nouadhibou, en Mauritanie, jusqu'à la mer Rouge, ça fait 5000 km. Et d'Alger jusqu'à la fin du Sahara, c'est 2500 km. Comment est née l'idée de ce voyage l'année dernière, puisque vous êtes parti en janvier 2020, je pense? Bon, ce sont deux amis ardéchois, Jean-Louis Payan et Jean-Marie Chauvet, qui en sont à l'origine. D'ailleurs, ce soir, toutes les photos sont de Jean-Louis Payan. Jean-Louis Payan s'est passionné pour le Sahara il y a de très nombreuses années. Il a fait une vingtaine de voyages au Sahara. Jean-Marie Chauvet est un spéléologue passionné, grand spécialiste des gravures et des peintures rupestres. Il a découvert et travaillé dans de nombreuses grottes ornées en France et à l'étranger. Il est surtout le découvreur de la grotte ardéchoise mondialement connue qui porte son nom, la grotte Chauvet. Ils sont allés plusieurs fois ensemble parcourir le désert et particulièrement les régions où l'on trouve des gravures et des peintures rupestres. Ils ont eu envie de faire partager leur passion et leur connaissance avec d'autres amis. D'où leur idée de monter un voyage au Tassili Najer. Ils voulaient rendre un hommage à un illustre inconnu qui s'appelle Antoine Fabre, qui les a initiés au Sahara. Ce personnage a fait 59 fois de voyage au Sahara. Alors au départ, nous étions 13 personnes. Nous sommes partis de l'aéroport de Marseille. Et quelles étaient vos étapes pour arriver jusqu'au Tassili Najer? Alors on est parti de Marseille jusqu'à Alger. On a pris un second vol pour aller à Djanet dans le sud-est algérien. Arrivé à Djanet, comment s'est organisé votre séjour là-bas? Alors Jean-Louis et Jean-Marie avaient négocié l'itinéraire et l'organisation avec l'agence de voyage française Le Point Voyage. Cette agence qui avait organisé notre séjour en sous-traitant avec une agence algérienne basée à Tamaracet. Cette agence algérienne nous a mis à disposition 5 voitures 4x4 avec 5 chauffeurs, un guide, un cuisinier, un aide-cuisinier et le chef de mission. Nous nous sommes donc retrouvés 22 personnes au départ de l'aéroport de Djanet, 13 voyageurs et 9 accompagnants. Avant de découvrir les étapes de votre périple, peux-tu nous faire une brève description de ce qu'est le Tassili Najer? Alors, le Tassili Najer est un immense territoire de 72 000 km², soit l'équivalent de 12 départements français, situé au sud-est de l'Algérie et aux confins de la Libye et du Niger. Les roches du Tassili Najer sont principalement formées de grès érodés. Ces forêts de rochers sont une des caractéristiques de cette région du Sahara. Étant donné la situation géographique de cette région, y avait-il pas des risques à partir à cet endroit? Alors oui, en effet, cette région est très proche de la zone d'influence des groupes djihadistes et le ministère des Affaires étrangères français la déconseille formellement. Il faut savoir que nous ne sommes pas très loin de l'Adrar des Ifora qui fait la frontière avec le Mali, zone où il y a beaucoup de djihadistes. Il faut donc être très prudent. D'ailleurs, très peu de touristes y viennent depuis plusieurs années. Les autorités algériennes ont relativement sécurisé cette région avec de nombreux postes de l'armée tout le long des frontières avec la Libye et le Niger. Ce qui était rassurant, notre équipe d'accompagnateurs était constituée de professionnels, pour la plupart originaires de la région. Cette région est également un parc national algérien et classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Pourquoi ces classements aussi prestigieux? Bon, alors le Tassili Najer possède des paysages d'une beauté exceptionnelle. C'est vraiment une merveille. Aux vastes zones rocheuses succèdent de véritables mers de sable, les airs. Le Tassili Najer est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1982, en raison de la présence dans la région de milliers de peintures et gravures rupestres datant de plusieurs milliers d'années. Il est considéré comme l'un des plus grands et des plus anciens musées rupestres à ciel ouvert du monde. Il est temps de nous faire vivre plus en profondeur votre voyage et nous faire découvrir vos étapes et votre itinéraire. Dès la sortie de l'aéroport, notre équipe de guides et chauffeurs nous attendent avec les 4x4 pour aller au premier bivouac. Nous allons parcourir 1200 km en partant de Djanet et finir à Illizi, ancien fort Polignac. Sur ce trajet, on n'a rencontré que 3 villages. Et une déception, on n'a pas rencontré de nomades. Ça s'est drôlement sédentarisé.
Est-ce que tu peux nous dire 2 mots de la ville de Janet? C'est quoi comme ville? C'est une ville qui, au départ, en 1900, il y avait à peu près 1500 habitants. Aujourd'hui, ils sont 20 000. Et on appelle aussi Janet la ville aux 66 sources. Au siège du parc national, avant le départ pour les 12 jours d'expédition, les dernières formalités, les dernières recommandations pour entrer dans le parc du Tassili. Le matin, réveil au milieu des déserts de pierre et de sable, première sensation d'extrême liberté. Paysage, on appelle ça Tigras, c'est un touareg, ça veut dire les dents. Effectivement, ça fait des gros massifs. Gravure, c'est la première gravure qu'on a vue, c'est la vache qui pleure. Des vaches avec des grandes cornes qu'on appelle l'époque bubaline. En bas, normalement, il y a de l'eau de temps en temps quand il pleut, et on a l'impression qu'elle va boire. Voilà, là vous avez une très belle vache décorée. Une belle gazelle qui est en train de dormir là, magnifique. Et une autruche superbe, c'est magnifique l'autruche. Après une première journée complète, on traverse le désert, en fin d'après-midi, nous plantons notre bivouac au bord de l'air d'Admer. La tombée du soleil le soir dans les dunes, c'est extraordinaire, les couleurs qui changent, vraiment un enchantement. Et le matin, pendant ma balade, je trouve une paire de skis, une paire de chaussures au sommet d'une dune. Je pense que c'est une équipe de publicité qui est venue faire justement un film là-dessus. On repart le lendemain, nous allons vers le massif caillouteux de Dider, au nord-est du massif de l'Adrar. Après avoir été secoués sur les pistes, nous arrivons à une énorme guelta. Alors, c'est de l'eau de ruissellement de pluie, mais c'est peut-être l'eau d'une résurgence. Vous voyez que c'est excessivement grand et il y a de l'eau tout le temps. Ça se sèche jamais. Premier abri sous roche qui va nous faire avoir une très belle découverte avec des peintures exceptionnelles et les meules au sol. Alors vous avez les meules qui sont carrément creusées dans le rocher, ce qui prouve que le long de l'Oued, les gens vivaient dans les abris sous roche. Donc ces meules servaient à quoi exactement? À écraser le grain, le mil, je ne sais pas s'il y avait du blé, mais bon, du mil et toutes les céréales. Les céréales, voilà, pour la cuisine. Alors, on peut penser aussi que ça peut servir pour la peinture, mais en fait, je trouve que pour la peinture, ça ferait beaucoup. Je pense plutôt que c'était pour la nourriture. Oui, parce que la peinture était faite à partir de pigments, de pigmentation, de roches, rochers écrasés aussi. Bon, ça a pu servir, mais ça peut servir aussi, je pense, plutôt pour la cuisine. Le guide nous fait voir comment il était utilisé, avec son mortier, il est en train d'écraser. Sous cet abri roche, beaucoup de peinture. Alors là, sur cette photo, c'est 2 époques. En fait, la première époque, c'est enfoncé, et la deuxième époque, c'est le dromadaire que vous avez sur l'avant. Alors, cette période, à peu près 500 ans avant Jésus-Christ, c'est l'introduction du dromadaire au Sahara. Malgré les distances et l'immensité, notre guide et plusieurs de nos coéquipiers savent où ils se trouvent. Ils ont une connaissance du terrain extraordinaire. Nous voilà arrivés à un nouvel abri sous roche. Ceci comporte des dizaines de peintures superposées. Les peintures, vous avez 2 types de peintures. Quand il y a les têtes rondes, c'est entre 6 et 8 000, plutôt 5-6 000. Et quand vous voyez les têtes bâtons sur les dessins, c'est à peu près 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est l'époque garamantique. Là, vous avez l'écriture, le tamashek. Tamashek, écriture touareg qu'on peut lire de droite à gauche, de gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut. C'est assez compliqué. Mais c'est souvent des scènes pastorales, avec des bovins, vous avez les bubales avec les grandes cornes. C'est des dessins qui sont magnifiques, extraordinaires, les peintures, les couleurs, la façon de dessiner. Moi j'étais impressionné parce que je ne m'attendais pas à avoir une finesse comme ça du dessin. Voilà, le bubal, on le voit bien, diverses couleurs. Là. Tout ça a été dessiné d'un trait. Ouais, non, mais franchement c'est extraordinaire. En joignant les falaises, le guide nous conduit vers d'autres sites. Ici, des représentations humaines avec des animaux. On ne sait pas si c'est une scène de chasse sur le premier plan. Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce de fouet sur la partie haute de la photo. Il a un pagne, on voit bien. Un collier même. Ouais, un collier. Ouais. Là, on voit une femme qui est en train de travailler avec sa houe par terre, là, au sol. Elle a une coiffure un peu particulière.
Et là, surtout le pagne, toujours le pagne, voilà, et les animaux derrière. Vous voyez la vache comme elle est bien décorée là derrière. Donc on voit bien la société rurale avec... Exactement, ben, c'était des pasteurs et ils travaillaient. On voit bien la coiffure, c'est assez étrange. Et là, c'est une scène, c'est un lion qui est en train d'attaquer des personnes et la photo, le dessin, on dirait qu'il s'enfuit. Une qualité de dessin exceptionnelle. Une représentation c'est parfaite du mouvement. Une attaque de lion, c'est incroyable. Le mouvement du lion et le mouvement des personnages qui sont en train de dégager. C'est extraordinaire. Alors souvent on voyageait dans les oueds, c'est la seule façon de bien se déplacer, parce que sinon on n'arrive pas. Là on est dans une oasis qui s'appelle Ararar. On suit le... Est-ce que tu peux dire deux mots de la végétation? La végétation, c'est des calotropis et des tamaristes. Les calotropis, on en voit de partout. Là, on est toujours dans l'oued. On arrive dans la palmeraie d'Ararar. Et là, on a fait une balade, une petite randonnée au milieu des palmiers et de la végétation luxuriante. Le long de l'oued, le sel à fleurs, le point blanc que vous voyez tout le long, c'est le sel qui remonte à la surface. Donc ça montre que la mer était là à une époque. Et après on continue dans cette oued là, et là on arrive à un petit village, c'est un petit village, on appelle pas ça un village, on appelle ça une zeriba. C'est là quand ils ont fini de faire la guetna, c'est-à-dire la cueillette des dattes, ils viennent se réfugier à l'intérieur pour passer la soirée, pour dormir. Ou ils s'en servent aussi quand ils gardent les troupeaux pour se reposer à l'intérieur. Là on logeait là, dedans, c'était super. Voilà l'habitat traditionnel de ce coin. Des murs en pierre et puis recouverts de paille et de chaume. Petit village où on a passé la nuit, il faisait pas très chaud et tout le monde était bien logé quand même dans nos petites huttes là. Notre périple continue au milieu du massif montagneux en direction de Dider, c'est-à-dire de l'ouest. Nous traversons une zone de paysage lunaire, pas la moindre trace de végétation, de minéral, rien que du minéral. La tenue vestimentaire de l'accompagnateur touareg parfaitement adaptée à cet environnement hostile. Leurs chèches, long ruban de toile de 5 à 8 mètres de long enroulé sur leur tête, les protègent du soleil, du vent sec, du désert et du sable. Quand vous voyez les touaregs avec le chèche bleu, l'origine de ce tissu vient de Kano au Nigeria. C'est de l'indigo. Et évidemment, quand ils transpirent, ils deviennent bleus. C'est à cause de ça qu'on les appelle les hommes bleus. La pause de midi est très importante. Chaque jour est un moment convivial et permet d'échanger, de rigoler et de raconter nos histoires. Donc vous aviez des salades à midi? Ouais, des salades. Et bon, mais c'était franchement la cuisine un chapeau, parce qu'avec peu de moyens, franchement c'était top. Les dunes, pour les plus courageux, c'est l'heure de gravir jusqu'à leur sommet. L'harmonie des couleurs, les formes, ça change au fur et à mesure que le soleil tourne. Et là, nous nous dirigeons vers le nord-ouest, toujours dans un environnement semi-montagneux. Notre guide dans la voiture de tête nous conduit de vallée en vallée dans les zones très peu fréquentées. Régulièrement, malgré nos véhicules 4x4 et nos chauffeurs très expérimentés, l'ensemblement est inévitable. Vous êtes ensablé souvent? Pas souvent, mais c'est arrivé quand même. Ça a dû en faire une dizaine de fois. Sur 1200 km, c'est pas beaucoup. Difficile d'imaginer qu'il y a 10 millions d'années, ce désert est un paysage verdoyant avec des rivières, des savanes peuplées de grands animaux. C'est incroyable que tout ça ait disparu. Selon le résultat des recherches actuelles, le climat se serait progressivement ardifié depuis environ 10 000 ans. En 10 000 ans, pratiquement tout a disparu. La mer, les rivières, les lacs, tout a complètement disparu. Nouvel abri sous roche, l'endroit est magique. Pas étonnant qu'il ait pu inspirer des artistes extraordinaires à ce coin. Il faut s'approcher de plus près de la paroi pour découvrir les peintures. Ici, on peut imaginer que plusieurs artistes se sont succédés, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez, là, il y a des peintures qui sont beaucoup plus foncées que d'autres. Là-bas, c'est très fin, le trait est très fin. Toujours des scènes pastorales, quoi, en fait. Voilà. Juste à côté, des courses de chars. Ça aussi, ça m'a beaucoup surpris. Ça, c'est l'époque Garamante que je vous parlais tout à l'heure. Et vous voyez, les têtes sont des têtes bâtons. Ça, c'est 2500 ans avant Jésus-Christ. C'est la période des pharaons, des premiers pharaons. Ouais, ça commence. C'était des grands guerriers. Et on en reparlera tout à l'heure. Au musée, nous avons un char comme ça. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est des dessins. Oui, c'est une signification, évidemment. Voilà, la course de char, vous voyez, de près, regardez le char, comment il est. Et bien, voilà, vous avez le même au musée.
l'espèce d'arceau qu'il a entre les jambes, en fait, c'est pour se tenir latéralement, pour ne pas tomber de la plateforme. Là, vous avez scène de chasse au javelot. Vous avez deux guerriers qui sont en train de chasser avec deux lances. Voilà. Remarquez, la présentation était toujours des têtes bâtons. Autre technique de chasse, le chasseur est à semi-allongé sur un rocher. En bas, on imagine le gibier. Peinture, deux vaches et un chasseur à l'arc. Ici encore, on peut penser que ces représentations sont l'œuvre de deux artistes ayant des techniques différentes. Remarquez encore la représentation de la tête. La robe de la femme nous renseigne le fait que les humains de cette époque s'habillaient déjà pour certainement des cérémonies. Nous essayons tous d'analyser, de mémoriser ces images. Imaginez que ce qu'ils ont créé il y a près de 10 000 ans est une vraie émotion. En janvier, les nuits tombent très vite et les températures sont rapidement fraîches. Cette installation nous préserve du vent. Voilà le fameux assa vert, un rideau qui permet de se protéger du vent et du sable. Et en même temps, il est fait de paille et décoré. L'assa vert. Les équipements de cuisine sont des plus sommaires. Vous voyez, il y a toujours la cocotte minute quand même et quelques bons plats. Mais enfin, le cuisinier s'en sortait très bien. Et il faisait des prouesses. Franchement, il n'y a rien à dire. Tous les menus du soir, c'était chaud, varié et excellent. Après le dîner, les soirées se prolongent en palabre autour d'un verre de thé, chacun raconte une histoire, et après on regagne notre tente ou notre duvet, à même le sable pour une nuit sous les étoiles. Le matin, une fine pellicule de givre recouvre les duvets de ceux qui ont dormi dehors. Même à l'intérieur de la tente, c'était tout givré. Et on a regardé, il faisait -6. Là, on est quand même à 1200 mètres d'altitude. Alors que dans la journée, la journée, on avait 25. Par contre, il n'y a pas de scorpion, parce qu'il n'y a pas la chaleur, il n'y a pas de scorpion. Voilà. Aujourd'hui, nous allons rejoindre l'ergue de Tiffermine. Chaque matin, il nous fallait le campement et profiter d'une dernière fois de l'endroit et nous reprenons place dans nos 4x4 pour une nouvelle destination. Nous arrivons sur le pied de magnifiques dunes. Ce silence procure d'intenses émotions. Jusqu'à l'horizon, la nature vierge de toute trace humaine nous dévoile toute sa beauté. Quelques acacias accrochés dans le sable, au même endroit et dans un cadrage différent. C'est un arbre très résistant. Là, c'est notre cadrage derrière la dune. L'un des 4x4 au milieu du sable avec les immenses dunes. On suit l'ergue là. Notre bivouac au pied des dunes. Nouveau abri sous roche le long de l'oued là. Là, on découvre encore de magnifiques peintures. Encore un décor de cinéma, vraiment. Là, donc, c'est des falaises avec des éboulis. Des éboulis déchiquetés. Un rocher très érodé qui ressemble à un champignon. Et un arc au fond avec un rocher en forme de vase. Des rochers craquelés, alors ça, c'est le phénomène de la chaleur. Entre les températures qui peuvent monter très haut, c'est-à-dire 54 degrés, et la nuit, ça peut -5, -6, vous voyez, les différences de température sont énormes, donc ça fait travailler la pierre, et voilà, ça fait, on dirait une tortue, une carapace de tortue. Là, on avait quelqu'un de chez nous qui était très costaud, donc on l'a mis là, il a poussé les pierres. Le personnage est troupeau animaux, c'est vraiment des pasteurs, on voit bien quand même, il y a beaucoup de troupeaux là, et on les voit tous avec une espèce de burnous. Là, vous avez de très belles autruches. Magnifique. Un groupe de girafes, vous voyez comme c'est bien détaillé, bien dessiné. Franchement, c'est extraordinaire. C'est bien pigmenté. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure, et on dirait que berger, on est burnous. Vous voyez. Troupeau en perspective. Toujours époque bubaline, là. Gros pain. Donc là, c'est les têtes rondes, là. Ouais, c'est les têtes rondes. Les têtes rondes, donc c'était. C'est entre 5 et 8 000 ans. 3 chiens qui sont en train d'attaquer un phacochère, là. Donc c'est là une scène de chasse, vous avez le gars avec l'arc, il va tirer. Personnage debout et deux autres assis dans une sorte de sac. Alors en fait c'est l'assa vert que je vous ai montré tout à l'heure pendant le repas. Déjà à cette époque ils devaient faire une protection comme ça, pour le vent, pour se protéger. Au plan d'une vache, ça je trouve ça extraordinaire, la vache, vous voyez les cornes et tout, franchement c'est très bien fait. Voilà deux autres personnages. Alors là, je pense que c'est une cérémonie. Ils ont des masques. Vous voyez les chaussures. Alors, je pense que c'est une cérémonie. Je ne sais pas ce qu'ils tiennent à la main.
Le bélier là est magnifique, bélier avec une pigmentation, c'est extraordinaire le bélier. Et là un archer pendant son arc, et en fait c'est deux guerriers qui se battent, hein, vous voyez, et on voit la flèche au milieu. Et on voit la flèche, alors ils s'attaquent évidemment, ils se battent. Le groupe a pied au fond de cette oued, une vallée très étroite. Là aussi on a découvert des peintures rupestres extraordinaires. Tout un groupe d'animaux et ces fameux archers garamantes. Alors là, vous remarquerez la figure, ils ont des masques hein, pour se cacher. Et regardez, ils tirent en haut des rochers. Regardez la gestuelle du premier, il lève la jambe pour tirer le gibier vers en bas. Vous voyez, c'est déjà bien dessiné quand même. Ça peut être aussi une bagarre entre plusieurs tribus. Oui, mais je pense que c'est la chasse, c'est ça. Ouais. Une girafe avec son giraphon. Alors là aussi, on pense que c'est un assaber qui a tout le tour pour se protéger. Ils sont tous ensemble, ils sont réunis. Alors encore un char. C'est vraiment c'est incroyable ce dessin. Regardez la finesse, hein. Toujours l'époque garamantique. C'est toujours deux chevaux. Hein. Voilà. Des loups ou des chacals. Alors ça c'est une scène assez complexe, hein, avec char, femmes et autres personnages. Hein. Regardez les femmes, comme elles sont habillées. Tête bâton, vous voyez, que je disais tout à l'heure, et la robe, en espèce de pagne. C'est un endroit qui s'appelle la Tamadjer, où il y avait ces peintures qu'on vient de voir. Là. Peinture de deux femmes aussi très coquettes, vous voyez, elles ont un petit sac et toujours tête bâton. Hein. La Guelta de Tamadjer, elle est en escalier comme ça, et là, ce que vous voyez là, vous l'avez un peu plus haut, une grande Guelta, une autre Guelta, il y en a trois. Quoi. Ça descend des hauts plateaux, et l'eau ruisselle, et toute l'année ils ont de l'eau. Là, vous avez une jeune femme qui vient de ramasser du bois, hein, qui va à Tamadjer. Donc là, on est au bord d'un petit village. Un petit village de Tamadjer. Voilà, vous l'avez là, le village. Hein. Ça, c'est ce que vous avez devant vous, c'est le centre administratif. L'école, là. Il y a l'école, la mairie, et ainsi de suite. Mais Tamadjer, c'est magnifique, hein, avec la Guelta, les peintures rupestres, c'est incroyable. En fin de journée, je profite d'un moment avant le repas pour demander à nos guides et nos chauffeurs de déchiffrer une inscription gravée sur un bracelet que j'ai rapporté de mon musée. Ce bracelet, il a été ramené par la mission Follet en 1927 de Tamaracet. C'est l'écriture tamashek, touareg. Trouver la solution, ça a été très difficile parce que les gens de l'Est ne lisent pas pareil que les gens de l'Ouest. Hein, ils n'interprètent pas de la même manière. Mais enfin, on a trouvé ce qu'il y avait marqué dessus. C'est un chef touareg qui rend hommage à certains amis marqués sur le bracelet. D'accord. Bon, un bivouac de nuit au bord de la dune, à la nuit tombée, là, on est tous ensemble, là, vous voyez, sur de petites tentes. Et le matin, on réveille, voilà ce qu'on voit. Hein. Le Grand Der d'Issaouane couvre une superficie de près de 40 000 km², l'équivalent de 4 de nos départements. Au pied de la Grande Dune, une des plus hautes du monde. Elles peuvent faire 400, 450 mètres, 500 mètres d'hauteur. La dune du Pilat fait 110 mètres, là c'est presque 500 mètres. Harmonie, les formes et les couleurs, la beauté des paysages, c'est franchement c'est incroyable. Et là vous arrivez au dernier jour. Et on arrive au dernier jour. Et... Bon, les pistes sont parfois assez bonnes, sans trop d'obstacles. Ça c'est costaud là, on n'est pas très loin des îles. L'un de nos succulents pique-niques à midi à l'ombre d'un acacia. Cet endroit s'appelle Aïn El Hadjaz. Là, on voit bien vos salades. Il y a souvent des salades, des variées, tomates, tout. Enfin, voilà, c'est top. Hein. Le guide qui veut rentrer avec sa voiture, mais je ne sais pas si on va le laisser partir. Quelques dromadaires en pâturage. Et un oued où il y a beaucoup de sel. Les plantes sont recouvertes de sel, hein. On se demande comment ça arrive à survivre. Le groupe à l'entrée d'une grotte, à l'intérieur il y a beaucoup de gravures. Un gros acacia dans le lit de l'oued. Le débit de l'eau, vous voyez jusqu'où ça peut monter l'eau. Ça c'est les crues, pendant les crues. Ils sont énormes, bon, il ne pleut pas souvent, mais quand il pleut c'est comme ici. Comme dans le midi. Quoi. Épisode Sévenol.
Là, vous avez un troupeau de dromadaires. Les troupeaux sont laissés en liberté comme ça et ils sont surveillés. Ils viennent le temps les surveiller, mais ils sont en liberté comme ça. Hein. Donc vous avez vu très peu de méhariers Ah oui, oui, on n'a pas vu, hein. On n'a pas vu un touareg. Monument funéraire hein, qui est très ancien, de la préhistoire. Ça, en principe, c'est toujours un personnage important qui est mis dans cette espèce de grand rond. Vous avez des ronds comme ça qui peuvent faire jusqu'à 70 mètres de diamètre. Ici, c'est un coin qui s'appelle Tabé Balette. C'était une petite redoute hein, sur la droite de la photo. Là. On ne voit pas, mais il y a une colline. Il y avait une petite redoute qui surveillait, si vous voyez, les deux points d'eau qu'on va voir dans la photo suivante. Vous avez un point d'eau où il y a les voitures et il y en a un autre à côté, là où il y a les palmiers. Merci Bernard pour cette présentation. Mais avant de laisser la place au débat, tout à l'heure on avait parlé de ton musée. Bernard, on va encore te laisser la parole pendant quelques minutes pour que tu nous présentes un peu ce qu'est ton musée du Sahara justement. Le musée, je l'ai construit tout seul, il y a 7 ans. C'est dans la banlieue de Montpellier. C'est dans la banlieue de Montpellier, c'est le CRES. Le musée comporte de grandes salles. Le premier étage est la conquête du Sahara à partir du 19e siècle. Alors vous avez les affaires du père de Foucault, vous avez sa station météo, vous avez le képi de la Périne avec des morceaux d'avion de la Périne, tous les grands qui ont traversé le Sahara évidemment. Il y a des affaires de Fourreau, l'ami aussi. Vous avez le fanion du plus grand chef touareg qui existait au Sahara, qui s'appelait Moussa Gamastan, qui était très ami avec le père de Foucault. J'avais toujours eu l'idée de construire ce musée, j'avais accumulé depuis de nombreuses années, depuis 25 ans, j'avais que des objets traitant du Sahara. Et un jour, je me suis dit que c'était dommage de ne pas faire en profiter le public. J'ai donc décidé de créer un musée, ce que j'ai fait. Depuis, je continue sans arrêt à acquérir de nouvelles pièces pour compléter la muséographie. Vous avez une belle tente, une khaïma qui vient de Tombouctou. Particularité de la tente, elle est en cuir. Et elle est faite de morceaux de peau de chèvre qu'on assemble morceau par morceau. Après, les femmes prennent de l'urine de chameau chamel, balancent ça dessus pour faire partir les insectes. Et après, elles prennent de la pierre de l'ocre rouge qu'elles pilent, elles le teintent comme ça. La femme que vous voyez, elle joue un instrument de musique qu'on appelle l'imzad. Et le fameux char Garamante. Vous avez le seul char qui existe dans le monde qui a été fait par un spécialiste qui s'appelle Jean Spruit. C'est scientifique, il a œuvré là-dessus. Il a fait le char d'après 1500 peintures rupestres qu'il a trouvées dans le Sahara. Le bois, c'est du frêne, parce que lui, comme c'est 2500 ans avant Jésus-Christ, lui, il a pensé qu'il restait encore des essences de bois dans le Sahara, comme le frêne. C'est du bois très léger qu'on peut travailler très facilement. Il n'y a aucun clou, tout est mortaisé. Et c'était tiré par 2 chevaux. Donc dans ton musée, il y a des vitrines avec des centaines d'objets. Il y a beaucoup de choses, énormément de choses sur la préhistoire. Hein. Il y a beaucoup de bijoux touareg, des vrais bijoux touareg qui datent de 1900. Vous avez les vrais bijoux berbères. Donc voilà, il y a des poteries, il y a des poteries, minéraux. Oui, il y a beaucoup de choses. Hein. Et vous avez surtout une vitrine qui est la seule qui existe en France de Théodore Monod. Une vitrine qui est dédiée à Maximilien Brumand, ça vous dira rien, c'est un grand photographe suisse. D'ailleurs, la photo que vous avez devant, c'est de lui. C'est un grand photographe suisse. C'est lui qui a amené la photo couleur au Sahara parce que jusqu'en 1960, tout était en noir et blanc. Et c'est lui qui commence à amener la photo couleur au Sahara. Oui, tu as parlé de Henri Lotte. Alors, c'est vraiment Henri Lotte qui a fait un travail considérable sur les peintures et les gravures rupestres. Et en bas, vous avez une salle de conférence avec, en ce moment, à cause du Covid, j'ai pas pu la changer, mais ouais, ça fait 1 an et demi que ça dure. C'est des peintures rupestres de Maximilien Brumand. Voilà, vous savez tout. Merci Bernard pour tout ce que tu viens de nous raconter, à la fois sur votre voyage et ton musée. Je pense qu'il est temps de donner la parole à ceux qui auront des questions à te poser. Alors, on va vous demander, pour ceux qui ont terminé le film, si c'est possible et si vous le voulez bien, c'est plus agréable pour nous de remettre votre webcam, votre caméra.
Parce que ouais, voilà, on est à distance, mais on aime quand même beaucoup vous voir. Donc, on espère que ce film vous a plu. On va maintenant, en compagnie de T'as la caméra là. Gérard, passer à la séance de questions-réponses. Est-ce que vous avez déjà des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à lever la main donc à travers le petit outil que vous avez en bas sur le bouton réaction, soit en posant votre question directement dans la cellule disponible à votre droite. Ah, Myriam. Catherine, j'ai vu que tu avais une question. Est-ce que tu veux nous la poser de vive voix? On ne t'entend pas. Ton micro est désactivé. Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, j'ai une question à poser et avec plaisir de vive voix. Alors, d'abord, merci au Musée Saharien et j'ai oublié ton prénom. Bernard, pour cette présentation qui était vraiment très, très agréable à regarder pour des photos. Et aussi Gérard, merci pour cette animation de photos, c'était bien, bien agréable. Et alors moi, je voulais savoir comment ces peintures ont résisté au temps. Bonsoir. Écoutez, tout simplement, d'abord, il n'y a pas d'humidité, il n'y a rien du tout. C'est très sec. Donc, il n'y a pas de détérioration par l'humidité, en fait, et ça résiste. Hein. Voilà. Et le fait, et le vent, c'était très protégé? Toutes les peintures sont sous des abris sous roche. Si vous voulez, le vent ne va pas abîmer à l'intérieur. Bon, c'est vrai qu'il y a une petite... Ça s'est érodé, mais ça résiste, quoi. D'accord. Et on sait quel pigment ils ont utilisé? Non, pas du tout. Ça, je ne peux pas vous dire. Je De l'ocre. Pour savoir, mais bon, c'est les ocres rouges. Hein. C'est des ocres rouges qui sont pilés. Les ocres rouges, bah oui. Ça se voit. Merci bien. Alors, n'oubliez pas de couper votre micro pour que tout le monde puisse entendre les séances de questions-réponses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit sur cette aventure? Laure, je vois que tu lèves la main. Laure, j'ai essayé de faire lever la main, mais ça n'a pas marché. Bonsoir et merci beaucoup de nous faire voyager de chez nous. Ça fait du bien. Moi, j'avais une question. En fait, on voit beaucoup de paysages, de merveilleux paysages. Merci de partager ça avec nous. Ce que j'aurais voulu savoir, c'est pendant le périple, à un moment, vous dites que justement, vous avez vu assez peu de personnes. Cela étant, dans tout ce voyage-là, est-ce que vous avez rencontré des locaux, des vrais locaux? Et quelles ont été leurs réactions? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont interpellés de vous voir? Est-ce que vous sentez que plutôt ils se sentent un peu démunis de leur propre environnement et que du coup ça les dérange? Ou est-ce que, à l'inverse, ils sont plutôt fiers, entre guillemets, même si le terme n'est pas très approprié, mais en tout cas heureux de voir qu'il y a des gens qui sont venus jusqu'à eux pour essayer de comprendre un peu leur culture? Bonsoir. Mais tout d'abord, il faut savoir que la situation géopolitique est compliquée. Hein. Donc, si vous voulez, il n'y a pas de nomades qui puissent voyager, hein, par exemple de la Libye, venir en Algérie comme ça, c'est fermé. Nous, on ne peut plus bouger. Donc, toutes les personnes qu'on a rencontrées, c'est aux abords des villages, de 3 villages, Tamadjer et puis 2 autres, Ararar. Et les gens étaient très contents de nous voir parce qu'effectivement, il n'y a pas de touristes, il n'y a personne. Hein. Il n'y a vraiment personne. Mais l'impression des gens, c'est vraiment un accueil favorable, franchement favorable, et non pas agressif. Il n'y a jamais eu le moindre souci là-dessus. Mais c'est vrai que moi, ma déception pour moi, qui aime beaucoup le Sahara, j'étais déçu parce que je n'ai pas vu de nomades, carrément. Vous voyez, ça m'a impressionné. Je m'attendais à voir des nomades, je n'en ai pas vu. J'ai vu des gens dans des villages. Voilà. Mais vraiment, je vous répète, aucune agressivité. Vraiment, c'était super sympa. Voilà. D'accord. Merci. Alors, c'est vrai qu'on est quand même dans une situation très particulière avec cette poussée des djihadistes qui a fait que tout le Sahara aujourd'hui est une zone très compliquée pour toute circulation. Et il faut savoir quand même qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de tourisme qui était en train de se développer dans le Sahara et qu'il y avait de nombreuses compagnies qui organisaient des séjours comme
comme ça a été le cas pour vous. Et ces agences de voyage ont beaucoup de difficultés aujourd'hui. Elles se retrouvent dans la difficulté et je pense que tous les gens qui travaillaient dans le secteur du tourisme se retrouvent… Sont impactés, oui. Ils sont très impactés actuellement par ce qui se passe. Et le deuxième problème, c'est qu'il faut savoir que Janet, c'est une ville ouverte, mais Tamaracet est fermée à cause de l'Adrar des Iphora qui se trouve pas très loin. Vous avez le noyau de Daesh qui essayait toujours de se ravitailler à Tamaracet. Donc l'armée a fait la coupure là, et si vous voulez, à cause de ça, ça ne bouge plus, quoi, en fait. Hein. C'est à cause de ça. Okay, merci. D'autres questions? On a une question écrite qui est pratico-pratique. Donc, du coup, qui nous demande, alors c'est PBN qui nous demande, le musée se trouve où au Cress et quand peut-on le visiter, même officieusement? Ça, il ne faut pas le dire. Ouais. Ça. Bon, le musée est fermé, évidemment, mais en principe, il est ouvert tous les jours, tous les après-midi, de 2h à 6h du soir. Mais dans cette période, c'est très compliqué, vous le comprenez. Hein. Voilà. Moi, mon but, c'est d'ouvrir le plus vite possible, hein, parce que vraiment, ça me gêne d'avoir construit un truc comme ça et de ne pas pouvoir l'exploiter. Hein, point à la ligne. Voilà. Et du coup, pour l'adresse, c'est 1 bis avenue de Castelnau. C'est en fait la rue, quand on va du Crest à la zone qu'on appelle l'Aube Rouge. Voilà, quand le tramway s'arrête d'ailleurs à l'Aube Rouge là, et il continue, mais c'est juste à côté. Voilà. Il y a un site web, hein, un site web dont vous aviez la référence sur la dernière photo du montage. Donc, si je me souviens bien, c'est www.museesaharien.toutattaché.fr. Voilà, museesaharien.toutattaché.fr. Voilà. Et là, vous avez l'adresse, vous avez toutes les références du musée. Alors, sans vouloir faire de la publicité, mais je pense qu'on peut quand même le faire. Je crois que le travail qu'a fait Bernard sur ce musée est exceptionnel, considérable. Il a accumulé des centaines d'objets de provenance de différents pays du Sahara. Et ce musée qu'il a bâti lui-même, dont il a acheté toutes les productions, enfin tous les objets qui sont à l'intérieur, je pense que ça mérite d'être encouragé. Et je pense que c'est vrai que si vous pouvez venir un jour le visiter, il vous accueillera avec plaisir, mais je pense qu'il mérite aussi d'avoir des gens qui viennent le visiter. Puis c'est pas une simple visite, hein, c'est une visite où… Ben oui, la visite dure 1h30. Hein, voilà. Et vraiment, on aborde pratiquement toutes les questions qu'on peut poser au Sahara. Voilà. C'est autant les civilisations, les bijoux, les cuirs, la préhistoire. Bon, comme je dis dans le film, il y a des affaires de Théodore Monod, de grands personnages, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. En fait, entre nous, je ne vous cache pas, il faut être un peu fêlé pour faire ça. Hein, voilà. Un gros travail de passionné. Donc, le film montrait le Tassili Nager, mais son musée, il couvre l'ensemble du Sahara, y compris même la partie au sud du Sahara qui s'appelle le Sahel, avec des masques africains, avec un certain nombre d'autres objets. Ouais, le pays d'Ogon, entre autres. Ouais, il y a beaucoup de choses. On a une question de Maxime. Ah. Ouais. Yes, salut Maxime. Bonsoir, ouais. Et merci pour le film, parce que c'est une région que je ne connaissais pas du tout. Donc, merci pour le film. Et moi, en fait, j'avais deux questions. Il y en a une qui m'est venue là en même temps. La première, c'est de savoir, Bernard, quand est arrivé le déclic de cet amour pour cette région et ces environnements-là. Est-ce qu'il y a un truc qui s'est passé à un moment donné ou c'est petit à petit? Et l'autre question, c'est plus sur la question de la sécurité. On parlait des djihadistes tout à l'heure. Et de savoir, est-ce que vous avez ça tout le temps à l'esprit, la notion de risque quand vous allez là-bas, ou est-ce que vous l'oubliez? Bon, alors, d'abord, pour votre première question, moi, comme je disais dans le film, je faisais beaucoup de courses de voiture. Et un jour, il y a une équipe qui venait nous chercher pour faire le Dakar. Et quand j'ai fait le Dakar, à l'époque, on traversait l'Algérie en 84. Et j'ai été scotché par la grandeur des paysages, la beauté, vraiment quelque chose. On ne s'imagine pas la beauté des paysages, c'est incroyable. Quand on voyait des films, enfin, on voyait des photos, par exemple, du canyon du Colorado, bon, c'est pas comme ça. Mais vous avez des images comme ça. Et je vous garantis que ça… Vous êtes impressionné. Et puis moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est la façon de vivre des gens. Nous, on gueule quand il n'y a pas d'électricité, qu'il n'y a pas de téléphone, tout ça. Et là, non, mais franchement, il faut s'y mettre. Là, on revient aux fondamentaux, aux choses très simples. Hein. Donc, ça a une grande valeur. Et puis, l'approche avec les civilisations de ce genre de contrées, c'est vraiment extraordinaire. Franchement, les gens sont extraordinaires. On partage des choses. Hein. Ça, c'est ce qui me plaît. Et la deuxième chose,
la notion du danger, bon, est liée, c'est vrai, mais quand même, il faut savoir que toute l'armée algérienne est tout le long de la frontière libyenne, depuis le nord jusqu'au complètement au sud, et la frontière du Niger. Donc, si vous voulez, tous les militaires sont là. En fait, je ne veux pas faire long, mais tous les jours, le soir, on est obligé d'arriver à un point précis. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'armée voulait savoir où c'est qu'on était. Nous, ça, au début, on ne le savait pas. Et le chef de la mission, il avait comme ça s'appelle, un téléphone satellite, là, et tous les soirs, il donnait sa position. Donc, l'armée savait où tous les soirs on était. Mais ça, on ne l'a pas su, on ne le savait pas, ça. On l'a su à la fin. Voilà. Et est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir peur un peu? Non, peur, non, peur, non, mais enfin, bon, vous êtes quand même un peu sur la défensive, c'est sûr, hein, mais bon, après, ça passe comme on rigole beaucoup, et on n'a pas l'impression d'avoir peur, hein. Bon, c'est peut-être la nuit, il faut faire attention, mais enfin, bon, on est toujours, hein, un peu sur les gardes. Moi, je ne dors pas beaucoup, mais bon, c'était comme ça, hein. Et moi, je n'avais pas peur, franchement, je n'avais pas peur. Voilà. Enfin, c'est des régions à risque, c'est sûr, hein. Ouais. Oui, tout le monde ne peut pas partir comme ça. En tout cas, partir là-bas, ça veut dire partir dans une organisation qui est quand même très, très ciblée avec les autorités, avec les accords des autorités, etc. Donc, ça nécessite d'avoir une organisation avec une agence locale, je pense. Mais enfin, bon, moi, c'est la première fois que je pars à 22. Hein. Ça ne m'est jamais arrivé de partir comme ça. Hein. Moi, je suis toujours parti 1 ou 2, vous voyez, mais pas comme ça. J'aime bien partir tout seul. Et là, pour moi, au début, j'appréhendais. Mais bon, ça s'est très, très bien passé parce qu'il y avait des gens quand même qui étaient des sportifs comme Jean-Marie Chauvet et enfin, le mari de Dominique, tout ça, qui étaient vraiment des spécialistes des grottes. C'était les gens qui avaient l'habitude du contact et tout. Donc, ça s'est très, très bien passé. Voilà. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui vous viennent à l'esprit? Oui, ouais. René. Alors, bonsoir à tous. Alors, merci Bernard. On ne se lasse pas de voir et de revivre ce riche périple de ce musée unique à ciel ouvert. Alors, pour notre plus grand plaisir, tu as su t'accompagner de Jean-Marc Chauvet, le découvreur de la fameuse grotte, qui doit être un expert pour interpréter les peintures rupestres, et de Jean-Louis Payan, photographe, qui a sublimé les photos. Et enfin, merci à Gérard, le réalisateur qui a mis en musique ce voyage culturel. Alors Bernard, nous nous connaissons depuis 5 ans. Alors je suis admiratif de ta passion sans limite pour le Sahara. Alors comment fais-tu au sein de ton musée? Qu'est-ce qui t'anime pour une telle envie de transmettre tes connaissances et de rechercher toujours des pépites pour l'agrémenter de nouvelles pièces? Moi, d'abord, ce qu'il y a, j'aime beaucoup partager. Quand je récupère quelque chose, j'aime bien partager. Et puis, je trouve que c'est tellement un sujet très, très intéressant, qui est vaste, en fait, hein, autant que sur la préhistoire, sur d'autres choses. Et ça, je trouve ça super sympa, quoi, hein, je veux dire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui regarde la télévision sans arrêt. Donc, je trouve que les objets, on parle, et on peut discuter. C'est vraiment intéressant, quand même. Hein. Et puis, puisque tu es là, René, je voulais remercier Gérard, parce que Gérard, il a fait un travail de fou. Hein. Moi, je suis incapable de faire ce qu'il a fait. Voilà. Je le dis, hein, mais c'est sincère. Hein. Vraiment, il a fait un travail de fou. Hein. Voilà. Et alors, ce que je voudrais rajouter, c'est quand tu fais une visite, Bernard, on l'a vécu, nous, dernièrement avec Gérard, c'est unique dans les visites de musée, c'est que tu parles de chaque pièce, où tu as été la chercher, à qui elle a appartenu, l'histoire de la pièce, l'histoire des pièces et tout, c'est extraordinaire. C'est quelque chose qu'on vit nulle part ailleurs, parce qu'autrement, bon, on voit les pièces, mais toi, tu nous dis où tu étais la chercher, comment tu l'as retrouvée et tout. C'est vraiment, tu nous fais vivre vraiment un grand moment. Et il y a toujours des anecdotes sur les diverses pièces, c'est sûr, hein, parce que j'ai ramené beaucoup de choses. Mais bon, c'est toujours le partage, hein, de partager les choses. Et puis quand je fais une visite, je la fais 1 heure après, ou 2 heures après, ce n'est pas la même que celle que j'ai fait, parce que je raconte toujours un truc en plus, hein, il y a tellement d'anecdotes. Hein. Puis moi, je suis passionné parce que je trouve qu'il y a des petits explorateurs qui ont fait des choses extraordinaires. Nous, on n'est pas capable de faire ça, c'est pas vrai. Hein. À l'époque, ils partaient sans rien, hein, sans GPS, sans rien du tout, même pas de sécurité, rien du tout. Et ils faisaient des choses extraordinaires. René Caillé, par exemple, vous vous rendez compte, pour aller à Tombouctou, il faut le faire quand même. Hein. Donc, ils n'avaient pas de limite, hein, que ce soit Barthes, que ce soit plein
Les explorateurs. Ouais, de tous les cette époque. explorateurs de cette époque-là, c'était quand même. Il fallait avoir une graine quand même, hein, c'est sûr. Hein. Voilà, hein. Bon, alors pour ceux qui ne connaissent pas René, René est le président d'ABM quand même. Je pense qu'il fallait le signaler. Merci René d'être là. C'est Donc, normal. il n'a pas pu être avec nous ici au CRES, mais je pense que tu aurais bien aimé être parmi nous. Voilà. Mais bon, Gérard est le digne représentant d'ABM en tant que vice-président. Faites un beau couple tous les deux. Bien, on revient au sujet. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, Oui, Maxime. Ouais, j'en ai encore une. De tout ce voyage-là, s'il fallait, qu'est-ce qui vous viendrait à l'esprit si je vous disais de me parler d'un moment particulier qui a été peut-être fort en émotion, en partage, ou un panorama incroyable, un truc qui vous a marqué? Je sais qu'il y a dû en avoir un paquet, mais là, là, le premier truc qui vous vient à l'esprit, d'un truc qui Alors, vous a vraiment touché. Le premier truc qui me vient à l'esprit, Voilà. pour moi, c'est les chars Garamante. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas s'imaginer. Ça représente 2500 ans avant Jésus-Christ. Donc, vous voyez des peintures de chars. Alors, ça choque, hein, franchement. Hein. C'est un choc parce qu'on ne s'imagine pas au fin fond du Sahara de trouver des chars. Hein. C'était les chars tirés par 2 chevaux. Hein. C'était les Garamantes qui étaient des guerriers. Les Garamantes, ils vivaient dans le sud de la Libye, vers Morzouk, Garama, tout ça, toute cette zone-là. Et les descendants des Touaregs, c'est les Garamantes. Hein. Voilà, exactement. Okay, c'est les Touaregs d'aujourd'hui. Mais ça, c'est ce qui m'a le plus impressionné. Le char, on ne s'imagine pas, franchement. Et puis aussi, il faut bien se mettre dans la tête, la désertification du Sahara, c'est moins de 10 000 ans. Alors, quand vous vous basez, vous dites 2500 ans avant Jésus-Christ, ça fait 4500 ans en rapport de notre ère. Hein, vous voyez. Donc, il y avait encore des lacs, des rivières, c'était arboré, donc des chevaux avec. On ne s'imagine pas des chevaux avec des chars, c'est incroyable ça. C'est ce qui m'a vraiment le plus surpris, hein, franchement. Et puis la finesse des détails des dessins, c'est très impressionnant. Hein. Moi, je m'attendais à un art un peu plus abstrait, mais c'est pas vrai. Non, non, il y a une finesse dans le détail incroyable. Voilà. Il faut savoir que le Tassili Najer, c'est vraiment la région où il y a le plus de gravures rupestres de ce genre. C'est par milliers. Et tu m'avais parlé un jour d'une vallée. Oui, alors, il y a une vallée qui s'appelle l'Oued-Tirat, où Henri Lotte, un grand scientifique qui a beaucoup travaillé sur les peintures et les sculptures de rupestres, fait les gravures de rupestres. Et ça fait 60 km de long. Nous, on n'en a fait qu'à peu près 8-10 km. Mais vous voyez, ce qu'on a vu en espace de 10 km, c'est inimaginable. Et l'Oued, il fait 60 km. Et Lotte a beaucoup travaillé là-dedans, jusqu'à les 60 km. Mais il a ramené des peintures, des photos de peintures et gravures rupestres incroyables. C'est incroyable, on ne peut pas s'imaginer. Moi, ça m'impressionne. Hein. Des girafes qui font 8 mètres de haut. Ouais, des girafes qui font 8 mètres de haut. Mais c'est incroyable. Hein, c'est des gravures ou c'est des peintures? C'est des gravures. Ça. Des gravures. Ah non, mais bon, c'est dingue de voir des trucs comme ça. Moi, c'est le char, là. Non, mais en plus, j'en ai un au musée de char qui a été reconstitué par un monsieur qui s'appelle Jean Sprut, qui malheureusement est décédé, qui a fait tout un tas de recherches là-dessus. Hein. Il a eu, d'après 1500 peintures rupestres, il a travaillé, il a construit le char. Le char qu'il y a au musée, c'est le seul. Il a été exposé à New York, à Rome et à Milan. C'est une pièce unique. Il n'y a pas un morceau de fer, tout est mortaisé. Mais il faut voir le système. Moi, je suis mécanicien de métier. Quand vous voyez le système de la roue, c'est incroyable. La roue, c'est inimaginable de faire une roue comme ça. Et c'est ce qu'on voit sur les dessins, hein, je le dis, c'est clair. Hein. Mais aussi, tu as été impressionné par les paysages, même si tu les connaissais déjà. Je connaissais les paysages, je connais beaucoup. Enfin, ça, moi, je connais une grosse partie. Mais bon, là, quand même, c'est chouette, hein, c'est super chouette. Si on veut être dépaysé, il faut aller là. Hein. Ça, c'est clair. Hein. C'est vraiment impressionnant. Hein. Et nous, on se gargarise avec 3 peintures ici, là, mais là-bas, ça n'est Kafi de chez Kafi. Et puis, dans le Tassili des Algères, on ne peut pas aller à un endroit qui est un grand plateau, qui est interdit, hein, parce qu'il est dangereux. Il y a des troglodytes, et il y a des peintures qui ont été étudiées par des scientifiques qui pensent qu'elles ont plus de 12 000 ans avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous réalisez, hein, c'est incroyable. Hein. Par contre, c'est immense, hein, c'est immense, hein, c'est le plateau. Vraiment le plateau. Alors, il y a Christelle qui a une question. Oui. Ah, l'animateur, on vous a demandé de démarrer votre vidéo. Ah, apparemment, vous avez une question. Christelle? Non. Pas de question? Christelle B. Hein.
Non. Non? Ah, Ah non, pas, ça va. D'accord. Est-ce qu'il y a encore des personnes parmi vous qui ont des questions à poser? Alors, s'il n'y a pas de questions, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'avec le smartphone, enfin l'iPhone de Romain, on fasse une petite déambulation rapide autour du musée, de façon à ce que vous ayez une idée très rapide. Bien entendu, ce n'est pas une visite comme Bernard a l'occasion de proposer lorsque vous êtes physiquement sur place, mais là, pour vous donner une idée de l'ampleur de ce qu'il a collectionné au long des années, eh bien, on va faire une déambulation rapide autour du musée et sans commentaire, juste pour que vous voyiez rapidement comme ça ce dont il s'agit. Et après, ben, on vous dira au revoir et merci pour cette soirée, d'avoir été aussi nombreux. On espère que cette soirée vous aura plu et qu'on pourra se retrouver encore prochainement pour des soirées équivalentes. Voilà. Romain, je pense que tu veux peut-être dire 2 mots, non? alors, du coup, depuis mon smartphone, du coup, avec derrière, du coup, Bernard et Gérard. Oui, un grand merci déjà d'avoir été parmi nous pour cette soirée, qui n'est pas encore finie, puisqu'on va vous faire ce petit tour qui va être commenté par du coup, Bernard et Gérard. Mais on vous remercie du coup d'avoir été toujours aussi nombreux à nous suivre ce soir pour cet After Work, et on vous donne rendez-vous dans un mois. On vous donnera rendez-vous lorsqu'on clora cet After Work dans un mois pour le prochain After Work voyage en ligne, et on espère le dernier, pour se retrouver en physique comme on avait habitude de faire il y a plus d'1 an maintenant. Donc on vous propose du coup de faire ce petit tour du musée maintenant en vidéo et en numérique. Vertèbres de dinosaures. Sac de voyage mauritanienne. Le chat, le fameux chat. Le fameux chat. On avait la maquette du chat. Et là, une très belle photo de Maximilien Bruman. C'est un grand chef touareg qui est des Iférouane au Niger. Les bijoux touareg. Pays d'Ogon. Porte de Grenier Hamid. Les photos sont d'Alain Seb, un autre grand photographe français. Il y en a 3. Vous avez 2, pardon. Jean-Marc Duroux et Alain Seb. Juste une question. Allô? Juste une question. Non. Oui? Oui, une question? Oui, c'était pour poser une question par rapport à la rencontre des Touaregs. Je pense que… Très beau Touareg. Comment? Hop, oui, allez-y, bonsoir. posez votre question. Pardon. Bonsoir. Oui, c'était juste une question. Donc, dans le, je sais pas, le périple, il a duré à peu près 1 semaine, si ce n'est plus. 15 jours. 15 jours. 15 jours, ouais, vu le staff, Ouais. le nombre de… Voilà. Moi, je connais plutôt le désert, il est derrière, le désert marocain. Mais Ouais. vous avez rencontré des Touaregs ou des Berbères, que ce soit des gens qui habitent vraiment le désert et qui sont à part dans le petit village qu'on a vu, qui était un centre administratif. Tamadjer, le village de Tamadjer. Tamadjer, ouais. Voilà. Des rencontres avec les On a rencontré Berbères, quelques Touaregs sédentarisés. Ouais, ouais. Voilà, en fait, ça c'est ma grande déception, en fait. Ça vient du fait que ça ne bouge pas beaucoup. Vous comprenez, comme il y a l'armée, tout est tassé là, personne ne bouge. D'accord. Voilà. On ne voit plus ces caravanes comme moi j'ai vu en Mauritanie ou en Algérie, tout ça c'est fini. On ne le voit plus, ça c'est terminé. Pour le moment, du moins. Oui, oui. Ouais, mais je pense que ça a dû s'arrêter. Ils ne vont plus bouger vu les frontières. Mais oui, mais c'est très compliqué cette zone. Cette zone est très compliquée. Chapeau en tout cas pour aller là-bas, parce que moi, ça m'est arrivé d'aller du côté de Merzouga, où on voyait la frontière algérienne. Ouais.
et du côté de Mohamed, etc. Et c'est vrai qu'on voyait le plateau, mais en tout cas, les frontières sont très bien protégées, même si on voit personne, hein, je pense qu'on a dû vous le dire. Mais le voyage est superbe, les photos sont magnifiques. C'est une très belle expérience. C'est vraiment. Je connaissais le musée du Crès, hein, parce que je suis de Bayern, et chaque fois les années passent. On peut toujours le visiter ou pas? Oui, oui, on peut toujours visiter. Hein. Bon, ben, j'appellerai alors. Vous avez mon téléphone qui est marqué dessus, il y a mon site internet et tout, là, vous regardez. Hein. Ouais. Voilà. Ouais, ouais. Je viendrai, je ferai un petit tour avec un petit groupe sûrement. Ah, mais avec plaisir. Depuis le temps, c'est vrai que voilà. Merci. En tout cas, c'était. Salam alaikum, alaikum salam. Allez, shukran. Shukran, bzaf, shukran. Voilà quelques séries d'uniformes. Et puis une attention particulière pour le tirailleur sénégalais. Ce mannequin que vous voyez, j'ai mis 20 ans pour le faire. Le pantalon, le ceinturon et la chicha, je l'ai ramené du pays d'Ogon. Et malheureusement, je n'avais pas la veste. Et il y a un vieux monsieur qui m'a amené la veste. Donc, j'ai pu le terminer. J'ai mis 20 ans pour le faire. Et moi, surtout, je voulais rendre hommage aux tirailleurs sénégalais qui ont été de la chair à canon. Hein. Franchement, ça, je suis fier de ça. Oui, voilà. Un beau Touareg. Un Chamba. Un Chamba, c'est un Touareg, mais du nord. Il est à côté de Gardaïa. Un Zouave, tout le monde connaît les Zouaves. Voilà, le Zouave. Et une belle Khaïma. Ouais. Belle Khaïma. Hein. Elle est magnifique. Hein. Elle vient de Tombouctou. Une Gerba, on peut appeler ça Gerba ou un Touareg Abayor. On peut s'en servir pour mettre l'eau, sinon on peut s'en servir de baratte pour faire le beurre. C'est pour ça qu'il y a le piqué comme ça. Et on bascule, et quand on a fait le beurre, on le prend, on le met à l'intérieur. Ça s'appelle Aganga, et c'est le cou du dromadaire qu'on a coupé pour faire la réserve de beurre. Je ne vous raconte pas la gueule du beurre. Hein. Sac de femmes de Tamaracet ou du Tchad et sac de femmes du Niger. On les reconnaît parce qu'il y a la pigmentation verte qui est faite avec du sulfate de cuivre. Voilà. Chose rare, le bouclier. Ça, c'est très rare, les boucliers. Ici, au musée, on en a 7 ou 8. Et c'était des pièces très rares. C'est en peau d'oryx. Celui-là est de 1930. Et ma belle-mère. Voilà ma belle-mère. Elle fait toujours la gueule, mais c'est comme ça. Hein. Des régibats. Hein. Ils viennent du Sahara occidental, qui étaient des bons éléments. Hein. Et un régibat. Encore un Touareg. Un autre Chamba. Diverses selles. Ouais, la première, c'est la Tamzak, la Khala mauritanienne, et la Taya, c'est la selle de dressage de tous les jours. Ça, c'est un selle d'un cheval. Un Spaïs. Mais vous avez bien comment ça s'appelle? Vous avez bien appris l'arabe, hein? C'est chapeau, hein? Yallah, yallah. Voilà, il y a une question que Quentin a posée, il a dit, c'est quand ce voyage, il a été. Quand est-ce que vous avez trouvé tout ça? Tout ce qu'il y a ici? Oui. Il manque que le sable, en fait. Hein? Ça fait 25 ans que je travaille là-dessus. Ouais. Voilà. Il manque que le sable, en fait. Hein? Mais il y en a du sable. Là, vous avez quelques compas. Ça, c'est rare. Hein? Ce sont des compas solaires. Ça marche comme l'horloge romaine contre la façade. C'est fou. Ouais. Le premier est très rare, il n'y en a que 5 dans le monde. Là, vous avez un burnous de caïd, de chef arabe, qu'on appelle bachaga ou caïd. Regardez l'intérieur. C'est joli, hein? Ouais. Très, très beau. Ouais. Encore un bouclier. Et là, vous avez 2 autres boucliers encore.
Après, il y a les explorateurs, le père de Foucault. Ah. On a même un morceau du linceul du père de Foucault. Le Vatican la passe. Nous, on l'a. Super. Bon, ben, Voilà, c'est sur cette visite qu'on va vous laisser. Hein. Merci à tous, hein, surtout un grand merci à Bernard de nous avoir accueillis, de nous avoir fait voyager. Ça me fait plaisir parce que le musée, au moins, il bouge. Merci beaucoup. Oui. C'était un très bon moment. Ouais. Un grand merci à Martin aussi qui a assuré la technique derrière. Bien sûr. Merci à vous, du coup, de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous dans un mois. On vous donnera la date dans pas très longtemps pour un nouvel Afterwork voyage numérique. Super. Merci. Bravo, hein. Bravo. Allez, Salut. Merci, au revoir. Merci. Salut à Dominique que j'ai aperçu.